La pluie fouettait les pavés en biais lorsque j'éteignis l'enseigne lumineuse. Elle crépita comme furieuse d'être mise au repos. Je fermais le Fournil d'Antoine, ma boulangerie-pâtisserie dans le vieux quartier de Montségur, vers 22h30 cette nuit-là, le 23 octobre 2022. Le vent du Rhône me transperçait le manteau comme si je n'en avais pas. Je voulais juste compter la caisse et rentrer chez moi. C'est là que je l'ai vue. Une petite fille, peut-être 10 ans, assise sous l'auvent de l'arrêt de bus d'en face, trempée, frissonnante. Son anorak bleu vif était trop éclatant pour une nuit pareille. Et il lui collait au bras comme une étoffe mouillée. Une jambe de pantalon relevée haut, révélant une orthèse carbone sous le genou. Elle ne pleurait pas, juste assise là avec une boîte à déjeuner rose cabossée sur ses genoux, la tenant fermement comme si elle comptait plus que son manteau. Je traversai la rue en courant. « Tu es coincé ?» demandai-je. Elle hocha la tête une fois, les lèvres violacées, les dents claquantes. « Viens, dis-je, tu ne vas pas rester assise ici toute la nuit. » Je déverrouillai le magasin et lui fis signe d'entrer. Elle bougea lentement, traînant son pied équipé de l'orthèse sur le tapis de caoutchouc mouillé, comme s'il avait sa propre volonté. J'actionnai les 2 radiateurs, tirai 2 tabourets au comptoir, lui fis un chocolat chaud et empilai la crème fouettée comme si c'était une fête d'anniversaire. Elle serra ses doigts autour de la tasse comme si elle n'avait pas tenu de chaleur depuis des semaines. « Je m'appelle Léa, » dit-elle, doucement mais d'une voix stable. « Maman travaille tard. »« Où ça ?» Elle nettoie des bureaux au centre-ville. Elle finit d'habitude vers 22h01. Peut-être que son téléphone est déchargé. Je lui glissai un croque-monsieur chaud d'un plateau que j'allais jeter. J'y ajoutai une brioche aux pépites de chocolat qui n'avaient pas été vendues. Elle n'hésita pas. Elle dit juste « merci » et mangea comme si elle rationnait chaque bouchée. Je lui demandai si elle avait un numéro pour sa maman. Elle sortit une note humide, pliée de sa boîte à déjeuner. Il y avait 2 numéros écrits au marqueur. J'essayai les 2. Le premier tomba sur le répondeur, le second ne sonna même pas. « Tu as une photo ?» demandai-je. Elle hocha la tête et me tendit un téléphone à l'écran fissuré. Il y avait sa mère, Sophie, environ 35 ans, des yeux fatigués, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air d'avoir assez vu du monde, mais de continuer quand même. Du coin de l'œil, je remarquai quelque chose qui me glaça. De l'autre côté de la rue, une berline noire s'était arrêtée. Feu éteint, moteur tournant, juste assise là. Je détournai le regard, comme si cela la ferait disparaître. Quelques minutes plus tard, la portière s'ouvrit. Une femme entra, vêtue d'un imperméable impeccable et de talons trop hauts pour les flaques. « Je suis Cécile », dit-elle, la voix douce comme celle d'un service client. « Je suis ici pour prendre Léa. Son grand-père m'a envoyé. Sophie a été retenue. » Léa ne bougea pas. Elle me regarda juste comme si elle attendait mon appel. Je n'étais pas son père. Je n'étais même pas un ami. J'étais juste le type qui lui avait donné un chocolat chaud et essayé de bien faire. Pourtant, je sentais que quelque chose n'était pas tout à fait juste. J'emballai 2 sablés au beurre dans du papier ciré et les glissai dans sa poche. « Dis à ta maman qu'Antoine du Fournil t'a gardé au chaud. » Cécile sourit comme une hôtesse de l'air, pleine de politesse, et ouvrit son parapluie. Léa prit sa main. Alors qu'elle traversait dans la rue, la portière de la berline s'ouvrit. Quelqu'un était déjà à l'intérieur, observant, attendant. La pluie frappait l'auvent, comme des clous sur un toit. Je restais là, tenant un torchon humide, me demandant ce qui venait de sortir de mon magasin. Je fermais à clé, comptais le tiroir vide. Le loyer était dû dans 12 jours et il me manquait 900 €. Je me dis que j'en avais fait assez. Avec le recul, c'était le moment, cette pause, cette seconde où j'ai senti que quelque chose n'allait pas et n'ai rien fait. C'est là que la nuit a basculé. Le lendemain matin, j'avais les coudes enfoncés dans la pâte à 4h25. Juste moi, le pétrin et l'odeur de la farine qui me pénétrait la peau. Mes épaules hurlaient, déjà de la fournée de levain. Mais j'avais 3 autres bacs à préparer avant le lever du soleil. Je n'entendis pas la clochette au début, à cause du bruit. Mais quand je l'entendis, je levai les yeux, m'attendant à un fournisseur ou à Julien arrivant tôt. Au lieu de cela, un homme grand, en manteau de laine ardoise,
entra comme s'il possédait l'oxygène même. « Monsieur Dubois, dit-il. J'essuyais mes mains sur mon tablier. C'est moi. Je suis Armand de la Grance, groupe gastronomique de la Grance. Juste entendre le nom fit briller les lumières. C'était lui le type de la berline. Il ne s'assit pas. Il s'approcha du comptoir et regarda autour de lui comme s'il évaluait la surface. Il jeta un coup d'œil au plateau de pâtisserie préparé que j'avais emballé pour le ramassage du matin. Puis, il posa un dossier entre nous comme s'il remettait une assignation. « J'ai apprécié ce que vous avez fait pour ma petite fille hier soir. » Il ne dit pas merci, il dit « apprécié » comme une note de service trimestriel. J'ouvris le dossier, la farine toujours sur mes doigts, et parcourus des pages qui n'avaient pas leur place dans une petite boulangerie de quartier. Contrat de fournisseur, estimation de volume, plan de distribution. Répartition par magasin et par région. 22 établissements à travers la France et la Belgique. Lancement d'une refonte du petit déjeuner au premier trimestre. Le volume de départ pourrait atteindre 1600 unités par jour d'ici mars, dit-il. Je fis le calcul dans ma tête. Brut, rapide. 312 000 € de chiffre d'affaires annuel brut. Peut-être la moitié après la main-d'œuvre, les ingrédients, l'emballage, le carburant, les 100 autres coûts cachés que les gens oublient. Mais la partie qui me frappa le plus fort était en bas de la deuxième page. Clause d'exclusivité de 12 mois. Renouvellement automatique. Pénalité en cas de rupture. Non négociable. Je levai les yeux. C'est un sacré contrat à déposer avant le lever du soleil. Il ne s'y a pas. Je ne fais pas de charité, monsieur Dubois. Je règle les comptes. J'emballais un plateau de chouquettes, le sucre collant à mes doigts. Vous avez dit « petite fille ». Léa ? Elle va bien. Sa voix indiquait que la conversation se terminait là. Ses yeux disaient de ne même pas essayer d'en demander plus. Je pensais à la machine à café espresso cassée que je n'avais pas encore réparée, à mon loyer. 4860 € dû le premier. Et il me manquait déjà 900 €. Puis-je y réfléchir quelques jours ? Vous avez 48 heures. Cécile entra par la porte comme si elle attendait son signal. Le même imperméable, le même calme maîtrisé. Elle plaça sa carte à côté du dossier, offrit un sourire succinct et ne dit rien d'autre. Ils sortirent comme s'ils quittaient une salle de conseil. Pas une boulangerie. Ça sentait le cuir et les voitures neuves dès qu'ils furent partis. Je m'appuyais sur la table de préparation. Les mains sales de farine. Des croissants en train de lever à côté de moi comme de pâles petits bateaux. La clause d'exclusivité me hurlait de la page ouverte. Un seul fournisseur, pas de ventes externes. Bloqué pour 1 an avec un renouvellement de 12 mois sans faute. La seule issue était des frais juridiques et des médicaments pour la tension. Je pris le téléphone du comptoir et composai le numéro de la note que Léa m'avait montrée. Cette fois, ça sonna. Puis une voix douce répondit. « Allô ? Bonjour, c'est Antoine. Je tiens le fournil d'Antoine. J'ai gardé Léa à l'abri de la pluie hier soir. Je voulais juste prendre des nouvelles. » Une pause. Puis elle dit « Merci. Je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir été là. Mon père a envoyé Cécile la chercher. Ça n'arrivera plus. » La façon dont elle dit « mon père » fit quelque chose en moi. Comme un enfant forcé de dire « monsieur » à chaque repas. « Elle va bien ?» demandai-je. Elle semblait avoir peur de partir. Elle est habituée à être prudente, mais elle va bien. Merci encore. Elle raccrocha avant que je puisse dire autre chose. Je restai là un moment, regardant la lumière matinale frapper les fenêtres de la rue d'en face. Les nuages commençaient à se dissiper à peine, mais ce n'était pas un soulagement. Plutôt le genre de matin où le ciel vous dupe et déverse la pluie 1 heure plus tard. Les petits fournisseurs n'ont pas beaucoup de bouées de sauvetage. Les grandes chaînes les ont, celles avec des avocats et des tableurs et des investisseurs qui n'ont jamais touché la patte de leur vie. Cela ressemblait à une bouée de sauvetage, bien sûr, mais elle avait un hameçon, et je sentais déjà qu'il s'accrochait. J'ai signé l'accord provisoire le 22 novembre, période de révision de 90 jours, lancement dans 10 magasins, si tout ne s'effondrait pas avant. Le papier ne me semblait pas réel dans les mains. Ce qui semblait réel, c'était la visite de 6h30 du matin, qu'ils avaient programmée le lendemain, au laboratoire central du groupe gastronomique de la Grance,
dans le quartier des entrepôts de Sèvres-sur-Rhône. Leur opération n'était pas une cuisine, c'était une machine au sol carrelé, des fours industriels de la taille de fourgons tapissaient les murs, soufflant une chaleur comme des réacteurs. Les plafonds étaient hauts et blancs, avec un léger ronronnement au-dessus, venant du système qui maintenait l'endroit plus froid qu'on ne l'aurait imaginé. Des hommes et des femmes en tablier noir et charlotte se déplaçaient comme des rouages d'horloge. Pas de pas perdu, pas de double regard. Cécile me rejoignit à l'entrée. Le même ton contrôlé, la même expression indéchiffrable. Par ici, Monsieur Dubois. Antoine sait bien. Elle n'en tint pas compte. Elle tourna les talons et marcha. Elle avançait vite mais pas trop vite. Elle avait une façon de suivre où mes yeux se posaient. Quand je m'arrêtais devant une chaîne d'emballage de pâtes surgelées, elle s'arrêtait. Quand je jetais un coup d'œil à un poste où 3 hommes vérifiaient des horodatage, elle y accordait 2 secondes de plus. C'est comme ça que je sus qu'elle était attentive. Pour son patron, pas pour moi. Nous étions à mi-chemin du compartiment de réfrigération lorsqu'un homme aux cheveux gris et au regard éteint tendit la main, comme s'il s'attendait à ce que j'embrasse une bague. Ah, l'artisan. Sourcing. Je la serrai, fermement, mais il serra plus fort, comme s'il voulait mesurer les os de ma paume. Un plaisir, dis-je. Il hocha la tête une fois et continua à marcher. Pas de bavardage, ce fut la première fois que j'eus l'impression d'être pesé. Décomposé en marge, pas en valeur. Cécile me mena à travers un double battant de porte marqué « Fin de la visite client ». Mais nous ne nous arrêtâmes pas. Elle avait l'autorisation. Nous entrâmes dans un couloir poli avec des vitres de sécurité des 2 côtés, quelque part au loin. J'entendis le léger bourdonnement d'un pétrin de taille commerciale qui se mettait en marche. Sophie était déjà dans le couloir quand nous tournâmes le coin. Jean, pull gris, sans maquillage, et un regard dans le vide qui s'éteignit au moment où elle vit Léa arriver à ses côtés sur une petite trottinette violette. « Bonjour », dis-je. Elle me fit un petit sourire. « Merci pour hier soir », dit-elle. Non pas à moi, mais à propos de moi, comme si elle lisait une carte de remerciement que quelqu'un lui avait dit d'envoyer. Elle serra Léa dans ses bras, rapidement et sur le côté, puis se redressa comme si elle s'était souvenue que quelqu'un pouvait regarder à travers la vitre. Armand de Lagrance arriva 10 minutes en retard. Aucune excuse. Le couloir changea juste à son arrivée. Les gens s'écartaient comme s'il était la météo. Pas un homme. Il ne perdit pas de temps. Quelle est votre durée de conservation sur le produit actuel ? En supposant décongélation et service à 5 degrés. 3 jours et demi, mais la qualité diminue fortement après 36 heures. Perte au transport ? 0,8% si bien emballé, jusqu'à 1,5% si vous laissez la vapeur piéger. Nous passâmes devant des rayonnages de pâtisseries emballées, empilées comme des briques. J'expliquais les plages de température de la pâte, le laminage du beurre, la science de ce qui se passe quand on prend des raccourcis. Victor sourit à cette dernière partie. Il avait l'air d'un type qui avait pris beaucoup de raccourcis et blâmé le cuisinier quand les choses s'effondraient. Léa tira la manche de sa maman. Puis-je regarder le grand pétrin ? Avant que Sophie puisse répondre, Cécile dit « Elle peut, je resterai avec elle ». Léa sourit et partit en trottinette dans le couloir, comme si elle connaissait déjà le chemin. Je restai avec Sophie, près d'un rayonnage de plaques de cuisson. Nous fîmes des bavardages, mais ce n'était pas de petits bavardages. « Depuis combien de temps faites-vous de la boulangerie ?» demanda-t-elle. « Depuis que j'ai 17 ans. J'avais un patron qui faisait tout de A à Z. C'est resté. » Elle hocha la tête. « Mon père m'emmenait dans un endroit à Avignon quand j'étais petite. Le gars là-bas faisait une pâte à tarte si légère qu'elle s'éparpillait presque en l'air. Il avait l'air de s'en soucier. Oui, c'est pour ça que l'endroit a disparu maintenant. » Elle ne dit rien d'autre pendant un instant. Puis, mon père m'aide pour certaines choses. La confiance de Léa, surtout. Elle utilisa le mot « condition » sans l'utiliser. Mais j'entendis « garde » se cacher derrière. Je n'insistais pas. Nous retournâmes à la table de conférence principale, près de la cuisine d'essai. Armand de Lagrance se tenait à la tête, tenant un calendrier de déploiement imprimé. Nous sommes prêts à lancer un pilote. 8 magasins, jusqu'à 800 unités par jour, à partir du 9 janvier.
Je tournais la page sur les données financières de mon dossier. Pas mal, mais pas assez. 12 magasins. Révision ferme à 60 jours. Ses yeux clignèrent vers les miens comme s'il recalculait. 10 magasins, dit-il. Non négociable. Nous nous serrâmes la main. Sa poigne ne m'écrasa pas, ne s'attarda pas, mais elle n'était pas chaleureuse. Elle disait « Vous faites partie de la famille, mais vous n'êtes pas de la famille. » Cécile revint avec Léa, qui parlait joyeusement des vitesses de pétrin et des ratios d'engrenage. Sophie parut soulagée, mais ne le montra pas ouvertement. Elle me jeta juste un regard de côté qui disait qu'elle n'avait pas l'habitude de voir quelqu'un d'autre s'occuper de son enfant aussi bien. Alors que nous sortions, Victor nous rattrapa et marcha à mes côtés comme s'il avait attendu le bon moment. « J'ai d'autres boulangeries en ligne, Dubois. Vous n'êtes pas le seul à connaître la pâte. » Je m'arrêtai de marcher. « Vous me menacez déjà ?» Il sourit. Le sourire narquois de ce type de l'approvisionnement. « Je vous donne de la motivation. Ne glissez pas. » Je soutins son regard. Je ne sciais pas. De retour dans mon utilitaire, je conduisis sur la 15e avenue. Le soleil levant, rebondissant sur le tableau de bord. Le dossier du contrat jeté sur le siège, comme s'il risquait de le brûler. Je me disais que j'avais fait un bon coup, que les chiffres avaient du sens, qu'il était temps de grandir. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je venais de serrer la main d'une bonne affaire avec des gens mauvais. Au moment où je suis rentré à la boulangerie ce soir-là, j'avais 10 courriels de l'équipe de Delagrance et plus aucune sensation dans les bras. C'était le 23 novembre. Décembre tomba comme une brique. Le premier week-end fut plus difficile que prévu. Les commandes de Noël s'accumulèrent. Les ramassages en gros arrivaient 2 heures plus tôt. Et une file d'attente devant la porte avant le lever du soleil. Je remplissais les plateaux plus vite que je ne pouvais les empiler. J'épuisais une semaine entière de beurre en 4 jours. Je conduisis à Vienne un lundi et payai 3 400 € en espèces pour une étuve d'occasion à un boulanger à la retraite qui n'avait pas l'air d'avoir souri depuis Mitterrand. Je la ramenai moi-même dans une camionnette empruntée et passai 2 heures à la faire rentrer dans le coin de l'arrière-boutique, raclant le placo et mes jointures au passage. Mais ça marcha. Cette machine me sauva la mise. Julien restait tard sans qu'on lui demande. Et pendant une minute, je crus que nous étions enfin sur la même longueur d'onde. C'est alors qu'il s'appuya contre le bac à farine un soir et dit « Si je fais les nuits, je veux 20%. Pleine participation. » Je le regardais comme s'il avait une deuxième tête. « Et c'est 8, dis-je, avec un bonus si nous atteignions 1200 unités par jour d'ici le 10 février. » Il sourit, mais pas avec ses yeux. Cette partie aurait dû me frapper plus fort qu'elle ne le fit. Je mis ça sur le compte du stress. Maintenant, je sais mieux. Léa et Sophie passèrent 2 fois au cours des premières semaines. Nous dégageâmes une caisse de lait et retournâmes une plaque de cuisson pour que Léa puisse avoir son propre tabouret et regarder les pains levés. Elle posa 100 questions sur la levure. Pourquoi elle fait des bulles? Comment on sait quand elle est fatiguée? Une enfant futée. Elle ne manquait rien. Sophie apporta de la soupe la 2e fois. J'étais en plein milieu d'une fournée et n'avais pas mangé depuis la veille. Elle posa le thermos et dit « Je me suis dit que vous aviez sauté le dîner. » Puis, elle essuya de la farine sur ma joue comme si ce n'était rien. « Merci, dis-je. » Elle hocha la tête. « Vous avez l'air d'un homme qui a besoin de se souvenir que la nourriture n'est pas que du travail. » Cela me resta plus longtemps que je ne voulais l'admettre. 3 jours plus tard, mon propriétaire vint regarder le compteur d'eau, très décontracté. Il était à mi-chemin de sa voiture quand il se retourna et dit « Hé, juste pour que vous sachiez, un promoteur a fait une offre sur l'immeuble. Argent comptant, ce n'est pas encore fait, mais un préavis pourrait être de 90 jours. » Il le dit comme s'il commentait la météo. Puis il monta dans sa voiture et partit. Je n'eus pas le temps de paniquer. J'avais 7 commandes en gros à livrer avant jeudi et un congélateur qui recommençait à faire des siennes. J'appelai Cécile ce soir-là, en chargeant des muffins dans le réfrigérateur arrière. « Des nouvelles sur les contrats à plus long terme après le pilote ?» demandai-je. Sa réponse fut douce, mais prudente. Cela dépendra du conseil d'administration. Ils examineront le volume, les marges et les prix le mois prochain. Une chance qu'il me donne un aperçu de la direction ? Elle marqua une pause. Après la réévaluation des prix, oui, pas avant. Je savais ce que cela signifiait. Tiens-toi tranquille.
continue de faire du pain. Ne pose pas trop de questions. Le lendemain matin, je reçus un courriel de Victor. Objet : suggestion d'optimisation des coûts. Il voulait que je remplace le beurre par des matières grasses flexibles. Ces mots. Je cliquais sur répondre et tapais un mot. Puis j'appuyais sur entrée et l'écrivis 2 fois de plus. Non, non, non. Sa réponse arriva 10 minutes plus tard. Juste un visage souriant. C'est à ce moment-là que je commençais à le détester plus que je ne l'avais jamais su. Une semaine plus tard, nous fîmes une dégustation avec Armand de la Grance dans leur arrière-salle polie au siège social. Nappes blanches, couverts en argent, tout installé comme pour un shooting photo. Il prit un croissant, en prit 2 bouchées, puis regarda sa montre. « Pouvez-vous produire cela à 2400 par jour ?» Je ne sciais pas. « Bien sûr, si cela ne vous dérange pas de perdre en qualité. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Les standards sont un luxe, monsieur Dubois. La constance est le commerce. » Cette phrase me resta dans le ventre comme une pâte mal cuite. Je ne discutais pas, mais je n'acquiesçais pas non plus. Ensuite, je retournai à mon utilitaire avec le sentiment qu'on venait de me demander de vendre une version contrefaite de mon propre nom. Le loyer était dû le 2. Je l'ai payé en retard. Encore 60 € de plus perdus pour des frais que je ne pouvais pas contester. Je restais au comptoir à compter des pièces juste pour compenser le chèque. Mes mains tremblaient et non pas de froid. Cette nuit-là, je rentrais chez moi, mis 2 alarmes sur mon téléphone et m'écroulais tout habillé sur le lit, comme si j'étais de retour au lycée, faisant des doubles services dans une pizzeria. Je me disais que je devais juste tenir jusqu'en janvier. Ce fut la première fois que je réalisais que le vrai problème n'était pas le volume ou l'argent. C'était la pression de faire les choses plus vite, moins cher, plus facilement, tout en prétendant que cela ne changerait rien. Ça changeait, ça change toujours. Je n'eus même pas le temps de rincer la farine de mes bottes avant que l'ascenseur ne siffle au 12e étage, le sommet des fournisseurs. De la Grance était organisée comme une salle d'audience dans une salle de conférence d'hôtel à Bellecour. 10 costumes alignés d'un côté, 6 fournisseurs de l'autre. J'étais le seul à avoir l'air d'avoir juste sorti un plateau d'un four à convection. Parce que c'était le cas. Ils nous donnèrent des dossiers glacés avec l'ordre du jour comme si c'était le jour des photos de classe. Bouteille le dos, bloc-notes, pas une miette en vue. Je laissai tomber le mien et sortis ma propre pile. Projection de coûts, courbe de détérioration et une page sur la rétention des employés que j'avais écrite à minuit avec un Red Bull et un stylo bille. Cécile était déjà assise près du projecteur, calme, posée, les yeux balayant la pièce comme un gardien de but protégeant son filet. Sophie était assise à côté d'elle, ne regardant personne dans les yeux, juste feuilletant un carnet et cochant quelque chose avec une mâchoire serrée. Armand de la Grance était assis en bout de table comme si la table lui appartenait, ce qui était le cas. Victor commença avec une télécommande et un graphique sur grand écran. Il présenta les fonds de tartes préfabriquées d'outre-mer comme s'il vendait des maisons de vacances. En délocalisant la préparation à nos partenaires d'Asie du Sud-Est et en terminant localement, nous économisons sur la main-d'œuvre, réduisons le gaspillage et améliorons la marge unitaire de 22%. Les gens autour de la table hochèrent la tête. Il passa à un graphique à barres montrant le prix par unité en gravert. Quelqu'un dit « Impressionnant ». Je me penchai en avant. Sur 3 ans, dis-je, ces économies sont englouties par le turnover, les pertes de formation, l'incohérence des produits et la perte de clientèle. Victor ne se retourna pas. Il tapa juste sur la diapositive suivante. Je levai ma feuille. Vous économisez 30 centimes par croissant cette année. Vous perdez le double l'année prochaine lorsque votre qualité s'effondre, que vos violations des règles d'hygiène augmentent et que votre clientèle de quartier commence à écrire des critiques sur des pâtisseries éventées au goût de brûlure de congélation. Un des costards de l'autre côté de la pièce, 40 ans, montre brillante, demanda « Avez-vous des données pour étayer cela ?» J'ai 14 ans d'expérience pratique et une ligne de vente en gros croissante que j'ai bâtie de A à Z sans prendre de raccourci. C'est ma donnée. Armand de la Grance regarda par la fenêtre comme s'il attendait un avion. Le stylo de Sophie continua de bouger. Les yeux de Cécile ne quittèrent jamais la pièce. Je poussai ma 2e feuille sur la table, plus petite mais plus audacieuse.
Les licenciements n'affectent pas seulement les postes budgétaires, ils déchirent les communautés. Les gens parlent, les quartiers parlent. Vous perdez plus d'argent quand vous traitez les gens comme des rouages. Victor expira comme si je l'épuisais. Il ne s'agit pas d'idéalisme. Monsieur Dubois, dit-il. Il s'agit d'échelle. Si vous voulez une place à cette table, vous devez voir grand. Je le regardais droit dans les yeux. Grand ne signifie pas vide. Puis je sortis la 3e page, ma dernière carte. Je veux une clause pro-syndicale dans la charte des fournisseurs et un engagement à s'approvisionner en produits laitiers locaux. Ce qui fit un silence dans la pièce. Quelqu'un toussa. Une chaise grinça. Victor rit. C'était discret, mais pas assez. Le genre de rire qui dit « Tu es mignon de penser que ça compte ». Je ne sciais pas. « Dites ce que vous voulez », dis-je, mais ne me dites pas que vous vous souciez de la qualité tout en poussant la margarine et les fonds de tarte mystère. Armand de la Grance se pencha en avant. Nous mettrons ça à l'ordre du jour. Ce fut son verdict. Aucune émotion, aucun signe d'accord ou de refus. Juste le genre de ton qui ferme les portes sans faire de bruit. La réunion continua. Point de discussion, plus de chiffres. Un diaporama sur les emballages prêt à être mis en rayon que je n'écoutais pas. Quand ce fut fini, je restais près de l'ascenseur, essayant d'empêcher la sueur de traverser ma chemise. Ma main sentait la levure et l'encre d'imprimante. Sophie me rattrapa. « Salut », dit-elle, presque comme si elle n'était pas sûre que je veuille plus ou que je veuille parler. Je lui fis un signe de tête. « Ça s'est passé comme vous l'attendiez ?» Elle haussa les épaules. « Mon père n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non. »« Moi non plus, dis-je. Nous sourîmes tous les deux. Des sourires stupides et de travers qui ne signifiaient rien, mais disaient tout. L'ascenseur s'ouvrit et elle entra. Juste avant que les portes ne se referment, elle dit « Vous aviez raison de le dire. » Je rentrai à travers la Croix-Rousse en silence. Pas de radio. Juste les lampadaires qui passaient en clignotant et mon esprit qui revoyait chaque regard que Victor m'avait lancé. Je n'arrêtais pas de me demander si j'allais saborder toute l'affaire juste en ayant de la colonne vertébrale. À un feu rouge sur le quai de Saône, je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Nouvel email de mon propriétaire. Objet. Mise à jour sur la vente de l'immeuble. Je me garai sur le parking d'un supermarché et l'ouvris avec une boule au ventre. Compromis de vente signé. Date de clôture potentielle, 20 avril 2023. Pas de fioriture, juste les faits. Je fixai la date et commençai à faire les comptes sur une serviette en papier que je tirais de ma boîte à gants. Ce que j'avais économisé, ce que je n'avais pas, ce dont j'aurais besoin. J'étais tellement absorbé par les chiffres que je ne vis pas le bus urbain freiner jusqu'à ce que je manque de percuter son pare-choc arrière. Je pilais et jetais la serviette par terre. C'est à ce moment que ça me frappa. Je ne faisais plus seulement de la boulangerie pour survivre. Je me battais pour garder quelque chose qui m'appartenait dans un jeu conçu pour me faire sentir remplaçable. Et cette salle pleine de costards, ils pouvaient regarder leurs graphiques. J'avais quelque chose de mieux. Tout s'effondra vite. Jeudi matin, 8 février, 9h17. Il pleuvait si fort que les gouttières sonnaient comme des fûts d'huile. Je sortais des scones au canneberge du four quand mon téléphone vibra 6 fois de suite. Je crus que quelqu'un était mort. Au lieu de cela, c'était pire, bien pire. Un blogueur culinaire local, le Gourmand de Lyon, avait publié un carrousel de photos sur Instagram avec une légende qui me coupa le souffle. La coqueluche locale prend des raccourcis tout en donnant des leçons aux grands. Première photo, une capture d'écran expurgée d'un message Gmail de mon compte. Objet, prix de gros, de la Grance, confidentiel. Deuxième photo, une boîte étiquetée mélange de matière grasse végétale posée dans ma chambre froide. Troisième photo, un cliché de moi parlant au sommet des fournisseurs. Une image figée qui me faisait paraître arrogant. Mon téléphone fondit. 5 appels manqués, 3 ramassages en gros annulés en 20 minutes. Pas de file d'attente au comptoir. Juste le silence, le genre qui s'enfonce. Cécile appela. « Contrôle des dommages, dit-elle. Pouvez-vous venir ?» J'attrapais déjà mon manteau. 5 minutes plus tard, je reçus un courriel de Victor. Il mit en copie tous les fournisseurs et la moitié du conseil d'administration de la Grance. L'intégrité et la confiance sont non négociables. Les violations des conditions des fournisseurs seront traitées rapidement. 10 minutes après cela,
le message d'Armand de Lagrance arriva. 5 mots. Nous examinerons. Suspendez toutes les livraisons immédiatement. Pas de salutation. Pas d'explication. Juste un couteau dans les côtes. J'entrai dans ma propre chambre froide et fixai la boîte. Elle était là. Mélange de matière grasse végétale. Seau d'usine intact, posé derrière mon bac à farine comme si elle y appartenait, sauf que non. Mauvais fournisseur, mauvais numéro de lot. Pas même ma marque. Je me retournai pour vérifier la caméra au-dessus de la porte arrière. Un carré noir de ruban isolant était posé proprement sur l'objectif comme une putain de signature. Je me dirigeai vers l'avant. Julien empilait des plateaux. « Tu as vu ça ?» Je levai mon téléphone. Il cligna des yeux. « Non, Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi pourquoi il y a une boîte de margarine industrielle dans ma chambre froide et une fuite de mon Gmail. » Il leva les mains. « Je n'en sais rien. Je le jure. » Il le dit 2 fois, comme si la répétition en faisait une vérité. Je me dirigeai vers l'ordinateur portable au comptoir. Ouvris mes emails envoyés. C'était là. Horodatage, 6h41. J'étais en train de laminer la pâte à ce moment-là. Les 2 mains couvertes de beurre et de farine, loin de l'écran. Soit quelqu'un avait utilisé ma machine, soit il avait mon mot de passe. Ma mâchoire se serra si fort que je sentis mes molaires me faire mal. J'appelai Sophie. Elle décrocha sans dire bonjour. Elle dit juste « Antoine ». Ma poitrine se serra. « Ne dis rien encore », lui dis-je, « s'il te plaît ». Je n'avais pas besoin de réconfort. J'avais besoin de garder une longueur d'avance sur ce qui était en train de se passer. Cécile me crut. Elle ne le dit pas en mots, mais je l'entendis. « J'arrive », dit-elle. « Gardez vos enregistrements de caisse. » Elle arriva 23 minutes plus tard. Pas de parapluie, cheveux trempés, talons raclant le carrelage. Elle alla directement à la caméra de la caisse et sortit la carte MSD comme si elle l'avait fait 100 fois. Nous laissâmes Julien seul dans le magasin et nous nous rendîmes à son bureau en silence total. Ce qui suivit fut 6 heures d'enfer auxquelles je ne pouvais pas aider. Elle avait 2 écrans allumés et un bloc-notes jaune se remplissant de numéros de série, d'horodatage, de journaux IP et de rebonds de routeurs. Je regardais ses doigts, volés, froids et chirurgicaux, feuilletant l'historique de navigation, les en-têtes d'email et quelque chose appelé un jeton de session que je ne comprends toujours pas entièrement. Je ne suis pas de l'assistance technique, marmonna-t-elle, mais je reconnais un coup monté quand j'en vois un. Vers 19h30, je crus que nous avions peut-être atteint une impasse. Elle n'avait pas parlé depuis 15 minutes, se contentant de regarder et d'écrire, de regarder et d'écrire. Puis, à 20h03, elle fit un bruit, juste un court souffle, mais je l'entendis. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle tourna l'écran vers moi. Un écran de terminal, du code, des chiffres, un petit surlignage vert sur une ligne que je ne comprenais pas. « Ceci, dit-elle, est un seau de routeur lié à un réseau sans fil privé. Il n'a pingé qu'une seule fois, environ 5 minutes avant l'envoi de l'email. » Je me penchai. « Quel est le nom ?» Elle cliqua sur quelques menus, puis pointa du doigt. « Nom du réseau ? Provision Nord-Ouest privée ? Provision Nord-Ouest ?» dit-elle. « C'est le fournisseur de coquilles de pâtes que Victor a suggéré pour dépôt surplus la semaine dernière. » Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Mes mains se serrèrent en poing sur mes genoux. Mon estomac brûlait, le genre de chaleur qui ressemble à la trahison. J'avais été si sûr que j'étais juste débordé, surmené, peut-être paranoïaque. Mais ça, c'était autre chose. Je ne dormis pas cette nuit-là. Cécile et moi étions assis à la table de son bureau, le café froid et un dossier qui s'épaississait d'heure en heure. Au lever du soleil, il était plus lourd qu'un journal du dimanche. Nous y avions tout empilé, journaux de réseau, historique d'accès aux appareils, même des captures d'écran du portail fournisseur que Victor avait discrètement signalé le mois dernier pour le suivi des dépassements. Cette ligne avait du sens maintenant. C'était une couverture. Elle sortit les journaux du clavier et du système d'entrée de la boulangerie. À 5h52 le 8 février, quelqu'un avait tapé le code de la porte. Mon service commençait à 6h30. La boulangerie était sombre et verrouillée avant cela. Seules 2 personnes avaient ce code, moi et Julien. Nous trouvâmes des captures d'écran de virements bancaires, 2800 € sur 3 jours, d'un compte étiqueté peine aux Arles, Provision Nord-Ouest SARL. Au moment où je vis son nom à côté de ces paiements,
Ça cessa d'être une affaire. Je l'appelai et lui dis de me retrouver à l'arrière. Pas d'excuses. Il se présenta dans son habituel sweat à capuche, agissant toujours comme si tout allait bien. Comme si je n'avais pas été publiquement et privément éviscéré la même semaine. Je ne perdis pas de temps. « Tu as pris de l'argent, dis-je, d'une société écran liée à une fuite de sabotage. Tu as utilisé mon ordinateur portable, mon code d'accès, et tu as planté cette boîte. » Ses mains ne se levèrent pas cette fois. Il resta là sous la pluie. « C'était juste un coup de main, dit-il, doucement comme si cela rendait les choses plus légères. Ils ont dit que ça irait, que ça ne collerait pas. » Je le regardais. Rien. Pas de rage, pas même de tristesse. Juste 10 secondes de silence. Assez longtemps pour le faire détourner le regard, comme si je n'étais même pas là. Nous ne nous serrâmes pas la main. Nous ne criâmes pas. Je me tournai et il me suivit jusqu'au camion. Le classeur reposait entre nous comme une arme chargée. Nous sommes entrés au siège de Delagrance par les portes principales. La réceptionniste a essayé de nous arrêter. Cécile a brandi son badge. Nous sommes allés directement au dernier étage. La salle de conférence était déjà prête. Longue table. Armand Delagrance en boue, bras croisés. Victor à sa droite, arrogant comme s'il venait d'atteindre un objectif trimestriel. Sophie à gauche, regardant la table comme un gouffre. Les relations publiques étaient là. Le service juridique aussi. Quelques membres du conseil que je reconnaissais des articles de presse. Personne n'a dit bonjour. Victor a commencé. Il s'est levé et a lu une déclaration comme si elle était répétée. Nous prenons l'intégrité de nos fournisseurs au sérieux. Lorsque des partenaires mettent en péril notre marque, notre réponse est ferme et définitive. Nous ne tolérerons pas les raccourcis, les fuites ou les dommages publics à notre réputation. Cécile n'a pas scié. Elle s'est juste avancée et a posé le classeur sur la table avec un claquement sec qui a fait cligner Victor. Elle m'a regardé, je l'ai ouvert. Voici ce qui s'est réellement passé. J'ai tout exposé clairement. Les journaux d'entrée montrant un accès non autorisé à 5h52. La caméra arrière recouverte de rubans adhésifs. La mauvaise boîte étiquetée placée après les heures d'ouverture. La margarine qui n'était pas la mienne. J'ai tourné la page. Puis est venue la trace numérique. L'email envoyé horodaté alors que j'étais les poignets enfoncés dans la pâte laminée. L'accès depuis mon adresse IP, mais une session d'appareils différente connectée via des identifiants mis en cache. Julien n'a pas parlé, n'a pas bougé. Page suivante. Les journaux de paiement. PNO SARL avait transféré de l'argent à l'assistante de Victor. Pas directement à Victor, bien sûr que non. Mais son nom figurait sur le relevé et son frère dirigeait Provision Nord-Ouest sur le papier. J'ai glissé la dernière pièce sur la table. Les captures d'écran du compte de Julien, son propre aveu. Et la piste de données reliant tout à une seule connexion sans fil, liée à une adresse de Sèvres-sur-Rhône enregistrée comme dépôt surplus. C'était le clou du spectacle. Victor est devenu pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle. Il a ouvert la bouche 2 fois avant qu'Armand Delagrance ne lève la main pour l'arrêter. La pièce s'est figée. Armand Delagrance s'est penché en avant, main jointe. C'est infaillible. Cécile a hoché la tête une fois. Le service juridique a commencé à écrire. Le responsable des relations publiques a sorti une tablette. Un des membres du conseil a murmuré quelque chose à l'autre. Et cela ne semblait pas clément. J'ai regardé Armand Delagrance. Vous pouvez me virer si vous voulez. Mais si vous le faites, vous enterrez votre problème vivant. Pas le mien, le vôtre. Il n'a pas discuté. J'ai continué. Je veux des dommages et intérêts pour le préjudice commercial. Je veux que la clause d'exclusivité soit déchirée, par écrit. Je veux que mes droits de fournisseur soient rétablis. Et je veux que les excuses viennent de cette table. Pas par un communiqué de presse. Il ne m'a pas arrêté. Et une dernière chose, dis-je, vous arrêtez d'utiliser votre argent pour malmener Sophie. Plus de menaces sur la garde. Plus de liens entre l'accès aux fonds fiduciaires et des conditions qu'elle n'a pas acceptées. C'est à ce moment que l'air a quitté la pièce. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Sophie n'a pas levé les yeux, mais ses épaules se sont relâchées. Armand Delagrance la fixa. Puis moi. Ce n'était pas un regard noir. Ce n'était pas de la colère. C'était le visage d'un homme qui réalisait que quelqu'un avait enfin dit ce qu'il pensait que personne n'oserait dire à voix haute. Il a regardé autour de la pièce. Puis, de nouveau moi. Nous ferons ce qui est juste,
a-t-il dit. Et pour la première fois, je l'ai réellement cru. Juste un peu. Les répercussions furent rapides une fois commencées. La démission de Victor arriva dans les boîtes de réception le 26 février, pour poursuivre de nouvelles opportunités. Le communiqué disait « Un classique du jargon corporate. En réalité, il était parti. » Et même son sourire narquois n'a pas survécu au communiqué de presse. Son bureau fut vidé à midi. Julien signa une confession et un accord mutuel de non-dénigrement 2 jours plus tard. Pas de procès, pas de gros titres, juste un document de 4 pages qui nous tenait tous les deux hors des nouvelles. Je ne l'ai pas ruiné, mais je ne l'ai pas sauvé non plus. Il déménagea hors de la région, je n'ai pas demandé où. L'équipe juridique de Delagrance a travaillé discrètement et rapidement après cela. 1 semaine plus tard, j'avais un chèque en main de 187 500 €. Dommages et intérêts, perte de chiffre d'affaires, commande en gros annulée et le casse-tête de la diffamation publique. Ils ont également déchiré la clause d'exclusivité et réécrit l'accord de fournisseur. Pas de renouvellement automatique, pas d'exclusivité, pas de clause de confidentialité cachée dans les petits caractères. Cécile me rencontra devant un restaurant thaïlandais près du quai pour me le remettre. Elle ne s'assit pas. Elle passa juste l'enveloppe et dit « J'ai vu de pires règlements pour de plus grandes catastrophes. Vous vous en êtes bien sorti. Je ne me sens pas bien. Ça viendra. » Elle se retourna et partit comme si elle ne venait pas de me donner une bouée de sauvetage. La première chose que je fis fut de lui demander chaque clause qu'Armand Delagrance avait utilisée pour lier la garde ou le soutien à l'accès au fonds fiduciaire de Sophie. Elle hésita peut-être une demi-seconde, puis hocha la tête. 2 jours plus tard, j'avais le dossier. Sophie vint à mon bureau tard dans la nuit après la fermeture de la boulangerie. Je m'assis en face d'elle et lui glissai le dossier sur le bureau. Elle l'ouvrit lentement, page par page, scannant un langage qui avait clairement été utilisé pour contrôler plus que de l'argent. Ses mains tremblaient autour de la 2e section et à la 4e. Elle pleurait silencieusement et n'essaya pas de s'arrêter. Elle ne dit pas grand-chose. Je ne dis rien non plus. Nous avons engagé un avocat spécialisé en droit de la famille, nommé Maître André Blanc, un ancien militaire droit dans ses bottes, sentant le tabac à pipe et le tonnet d'imprimante. Il avait la 60aine et n'a pas scié une seule fois lors de notre première réunion. Il portait un nœud papillon à pois comme s'il n'avait rien à prouver. Il a lu chaque ligne, a encerclé la moitié du document en rouge, puis a dit « Ce ne sont pas des clauses de garde, ce sont des armes de levier. » Puis, il s'est mis au travail. Il a écrit des lettres comme un chirurgien coupe, précis, sans effusion de sang et létal. Chaque mot poli mais doublé d'acier. La première a atterri sur le bureau d'Armand Delagrance sans le moindre avertissement 1 semaine plus tard. Ses avocats ont commencé à reculer, pas vite. Mais ils ont reculé, clause par clause, restriction par restriction. Sophie a eu de l'air pour la première fois depuis des années, à la mi-mars. Mon propriétaire m'a appelé alors que je chargeais des plaques de cuisson. Les acheteurs finalisent en mai. Les papiers sont déjà en cours, a-t-il dit. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté là, dans l'allée, les mains sur les hanches, comme un homme sur le point de se faire frapper à nouveau. Mais cette fois, je ne prenais pas les coups. J'ai appelé ma banque et j'ai ouvert une nouvelle SARL le lendemain. J'ai transféré tout le règlement sur un compte séquestre et j'ai lancé le processus. C'était fou. Je m'engageais dans un prêt immobilier avec un employé à temps plein et 2 à temps partiel, sans filet de sécurité et avec un réfrigérateur qui gémissait encore à chaque dégivrage. Mais je tenais aussi mon destin entre mes mains pour la première fois depuis des années. Le 21 mars, j'ai signé le compromis de vente. Le séquestre a été ouvert et le 14 mai 2023. Je suis entré dans un bureau froid avec un avocat immobilier et j'ai signé les papiers de clôture qui ont fait de moi le propriétaire de mon immeuble. Ce n'était pas victorieux, c'était irréel, comme si j'attendais que quelqu'un crie « on plaisante ». Je n'ai rien dit à personne, pas à Sophie, pas à Léa, pas même à Cécile ce soir-là. J'ai monté 2 chaises pliantes et une boîte à pizza du magasin. Nous nous sommes assis dans le bureau vide à l'étage. Juste nous 3, les fenêtres ouvertes et l'air de mai flottant doucement et lentement. Léa faisait des allers-retours sur le linoléum avec sa trottinette, riant, montrant à quelle vitesse elle pouvait tourner avec sa nouvelle orthèse. Sophie était assise sur une chaise, les pieds relevés,
sirotant un Diabolo grenadine dans une bouteille. Elle semblait fatiguée, mais mieux. Je les ai regardées, mâchant ma croûte. Je ne pouvais pas sentir le goût et j'ai cligné des yeux forts quand j'ai senti la piqûre. J'ai fait semblant de ne pas pleurer. Personne ne m'a fait de remarques. Nous sommes restés assis là. Pas de discours, pas de champagne, pas de projet. Juste le bourdonnement d'une boulangerie sous nous et la vérité tranquille que pour une fois, j'avais traversé une tempête sans tout perdre. Le printemps ne s'est pas manifesté d'un seul coup. Il s'est insinué lentement, comme s'il testait l'air. D'abord vint la lumière plus longue, puis les premières fraises au marché. Ensuite, enfin, les gens qui faisaient à nouveau la queue devant le fournil d'Antoine sans avoir besoin d'être convaincus. Les affaires reprirent plus lentement que mes nerfs, mais soudain, tout arriva d'un coup, comme si les gens avaient attendu que la fumée se dissipe avant de rentrer chez eux. J'ai écrit un long message sur Facebook un soir. Pas de nom, pas de désignation, juste la vérité en langage simple. J'ai dit que nous avions traversé une période difficile. J'ai dit que cela avait coûté plus que de l'argent. J'ai dit que nous en étions sortis meilleurs et plus unis. J'ai dit merci. Les gens l'ont partagé plus que je ne l'espérais. D'anciens clients, de nouveaux, même quelques autres boulangers qui avaient traversé leur propre enfer silencieux. 2 semaines plus tard, nous avons lancé une ligne du mercredi appelée Les délices de Léa. Son idée, son nom, elle a choisi les saveurs, les a testées, les a approuvées. Certaines ont été des succès, d'autres des échecs cuisants. Quoi qu'il en soit, 10% de toutes les ventes du mercredi allaient directement à une association locale pour les enfants ayant des différences de mobilité. Chaque semaine, elle venait avec un cahier et évaluait son propre produit. Trop mou, croûte parfaite, besoin de plus de citron. Un après-midi, je l'ai surprise en train d'expliquer le développement du gluten à un homme 2 fois plus grand qu'elle. Je me suis juste appuyé sur le comptoir et l'ai laissé faire. Sophie commença à faire du bénévolat dans un projet de cuisine communautaire sur la colline de Fourvière à cette époque. Puis, on lui offrit un petit rôle de coordinatrice. Cela devint un travail à temps partiel, enseignant aux adolescents comment couper les oignons sans se couper les doigts et comment arriver à l'heure même quand on n'en a pas envie. C'est la seule raison pour laquelle la moitié de ses enfants finissent une recette, m'a dit l'un des directeurs quand je déposais une boîte de dons. Elle ne se vanta pas. Elle roula juste les yeux et dit « Je crie beaucoup, c'est tout ». Un jour, début mai, je suis passé à l'improviste. Sophie enseignait à un petit groupe de lycéens comment faire du bouillon avec des restes. Au fond de la pièce, j'aperçus quelqu'un qui observait silencieusement depuis le coin. C'était Armand de Lagrance. Pas d'entourage, pas de presse-papier, juste lui en coupe-vent, les bras croisés, debout près de la porte comme s'il ne voulait pas être vu. Il ne dit pas un mot, il regarda juste sa fille travailler. Après environ 20 minutes, il sortit discrètement par le côté sans parler à personne. Je n'en ai pas parlé, Sophie non plus. Cécile et Metzi et moi sommes restés en contact. Plus que cela, nous avons mis en place une petite coopérative de fournisseurs entre quelques producteurs locaux. Lait, farine, ingrédients de base. Rien d'extravagant. Juste des prix honnêtes sans la course à la baisse. Personne ne s'est enrichi, mais personne n'a été étranglé. Nous avons inclus des clauses qui auraient fait étouffer Victor. Des délais raisonnables, des règles de transparence, des protections en cas d'urgence pour les livraisons en vrac. Vous avez juste écrit les règles que vous auriez aimé qu'il vous donne, m'a-t-elle dit un jour en examinant le contrat partagé. Sacrément vrai, lui ai-je répondu. Un journaliste du Lyon Hebdo a eu vent de l'histoire. Il a fait un article sur le coût caché de la nourriture bon marché. Il m'a demandé si je voulais témoigner. J'ai dit oui, mais je l'ai gardé propre. Pas de nom cité, juste les chiffres, l'attention et le coût des raccourcis qu'on ne peut pas récupérer. Pourquoi n'avez-vous pas nommé l'entreprise ? A-t-il demandé avant la publication de l'article ? Parce que le problème est plus grand qu'un logo, ai-je dit. Plus tard ce mois-là, j'ai finalement dit à Sophie que je possédais l'immeuble. Elle m'a regardé comme si je plaisantais. Puis elle a ri, sèchement et soudainement, comme un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Tu es sérieux ?» dit-elle, debout au milieu de la cuisine dans ses bottes et son tablier fleuri. « Oui,
J'ai signé les papiers en mai. C'est à nous maintenant. Elle m'a serré si fort que j'ai failli laisser tomber le couteau que je tenais. Ce n'était pas léger. Ce n'était pas poli. C'était le genre d'étreinte que les gens donnent quand ils pensent que peut-être, juste peut-être, ils n'ont plus à courir. Léa m'a aidé à planter des fraisiers dans un grand demi-tonneau devant la porte d'entrée. La terre était froide et collante, mais elle s'en fichait. Elle portait des gants en plastique trop grands et chantait faux pendant que nous travaillions. Les clients ont commencé à lui poser plus de questions qu'ils n'en posaient sur le pain. Comment va la patronne du mercredi ? Elle vous a déjà viré ? J'ai construit une rampe de mes propres mains. Ça m'a pris 4 nuits et une élongation musculaire, mais je l'ai fini. Plus de planches de contreplaqué de fortune quand Léa arrivait avec sa trottinette. Sophie a demandé pourquoi je n'avais pas embauché quelqu'un pour le faire. Parce que je voulais le sentir dans mes mains. Nous n'avons pas dit plus que cela. Nous avons mieux dormi après ça. Non pas parce que les choses sont devenues faciles, mais parce qu'elles nous appartenaient enfin. 2 ans plus tard, le 10 septembre 2024, nous avons inauguré la nouvelle aile de la cuisine communautaire. Pas de mur de ruban, pas de grands discours du conseil municipal. Juste des ciseaux de cuisine, une table pliante et une bannière blanche avec salle 64, peinte en lettres rouges de travers par un enfant qui avait mal éplé les ingrédients. Nous avons gardé ça simple, sol sans béton, mur jaune vif, une cuisinière commerciale, 3 tables de préparation et assez de masques pour couvrir chaque visage 2 fois. Le nom venait du bus que Léa prenait autrefois devant le fournil d'Antoine, le 64. Celui qu'elle attendait cette nuit-là, sous la pluie, frissonnante dans son anorak violet. Il nous semblait juste de le nommer d'après la route qu'il avait menée jusqu'à nous. Je me tenais à l'avant, des ciseaux dans une main et une boule dans la gorge. « Coupons ça », dit Sophie derrière moi. Alors je l'ai fait. Léa est arrivée, 1 minute plus tard. Pas de trottinette. Sa nouvelle orthèse avait un autocollant d'un aigle stylisé. Le logo bleu vif brillait contre le carbone comme un badge. Elle marchait d'un pas assuré et fier, le menton haut, et a levé son pied pour me montrer sans un mot. J'ai haussé un sourcil. C'est le nouvel uniforme officiel de la boulangerie maintenant ? Seulement, si vous me laissez peindre le vôtre, dit-elle. Sophie distribuait des tabliers sur le support, roulant des yeux chaque fois que j'essayais de déplacer une chaise. Vous réalisez que vous pouvez déléguer maintenant, dit-elle. Je déléguerai quand je serai mort. Ai-je rétorqué. Armand de Lagrance est arrivé en retard. Coupe-vent, pas de cravate, cheveux plus fins, visage plus âgé. Il avait l'air que le temps avait été plus bruyant qu'il ne l'avait prévu. Il m'a serré la main sans forcer. Vous aviez raison sur les standards, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Vous aviez raison sur la constance. Il a souri à peine. J'ai une nouvelle offre. Régionale, termes clairs, pas de piège, juste produit, prix et confiance. Je n'ai même pas scié. Je fournirai quand je pourrai. Local, honnête et pas de surprise de minuit. C'est ça l'accord. Il a hoché la tête et n'a pas insisté. Cette partie était importante. J'ai vu Cécile penchée dans l'embrasure de la porte, observant comme toujours, silencieuse, précise, s'assurant que rien ne glissait. Quand les ciseaux sont retournés dans le tiroir, quelqu'un a tapé une cuillère sur une casserole et m'a fait faire un discours. Je l'ai gardé court. Je n'avais rien prévu de tout ça. Pas de tableau de vision, pas de feuille de route sur 5 ans. Ça n'a pas commencé comme une histoire d'entreprise. Ça a commencé parce qu'une enfant avait besoin de se réchauffer sous la pluie. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Les gens ont applaudi. J'ai gardé mes mains dans mes poches et j'ai regardé le sol jusqu'à ce que cela s'arrête. Plus tard, je me suis tenu près du tonneau de fraisier, avec un gobelet en carton de limonade, regardant le soleil rebondir sur le verre. Ça sentait le savon, la levure et quelque chose de bon sortant du four. Julien passa sur le trottoir. Il ralentit près de l'entrée, regarda l'enseigne, me regarda. Ses yeux se posèrent un instant, puis il continua son chemin. Je n'ai pas fait signe, je ne l'ai pas arrêté, mais je ne me sentais pas bien non plus. Certaines pertes ne rapportent rien, c'est la vérité. Cet après-midi-là, un homme d'un groupe hôtelier m'a envoyé un email pour me demander une référence sur Victor. Je n'ai pas ajouté de couleur. J'ai juste envoyé les documents, le dossier que Cécile avait aidé à construire, les journaux,
les reçus, j'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. Cela me suffisait. Pas de discours, pas de vengeance, juste de la tenue de registre. Sophie est sortie un peu plus tard, a heurté mon épaule comme si c'était la routine. « Vous avez gardé votre place », dit-elle. Je l'ai regardée. Nous l'avons gardée. Léa m'a tiré la manche. « Puis-je décorer les biscuits de samedi ?»« Seulement si tu me factures le prix plein, » ai-je dit. Elle a souri et a tendu son petit doigt. Marché conclu. Nous sommes rentrés ensemble. Les fours ronronnaient. Le sol sentait le sucre et l'eau de javel. La caisse bipait. La porte s'ouvrait et se fermait, s'ouvrait et se fermait. De l'argent dans la boîte. Des gens en ligne. Personne ne demandant ce qui avait failli arriver. Je n'avais pas besoin d'une plaque. Je n'avais pas besoin d'un projecteur. J'avais repris la seule chose que personne ne pouvait me donner et que personne ne pouvait m'enlever. Mon mot à dire, mon nom, mon travail.